Vous écoutez Tech Café et vous écoutez plus particulièrement le second volet d'un entretien que j'ai eu, moi Guillaume Vendée, avec Romaric Briand, qui est créateur de jeux indépendants. J'ai eu l'immense plaisir et l'immense honneur de pouvoir échanger avec lui durant plus de 3 heures et j'ai donc découpé notre entretien en 3 morceaux, en 3 épisodes. Donc si vous n'avez pas écouté le premier épisode, eh bien évidemment, remontez dans le flux du podcast Tech Café et vous allez pouvoir écouter la première partie. Ça me paraît d'ailleurs assez essentiel. On a fait une première présentation de Romaric, on a planté le décor, donc allez écouter ça si vous ne l'avez pas déjà écouté. Et si jamais vous l'avez écouté et que vous arrivez donc à la seconde partie de cet entretien, eh ben vous allez pouvoir en savoir encore un petit peu plus sur Romaric, sur sa démarche et sur sa relation à la tech. Je commence cette seconde partie d'entretien en lui posant des questions un petit peu plus personnelles sur sa façon de s'organiser. Est-ce que tu as des soucis à déléguer dans ton... Tu dis, t'adores tout faire, t'adores finalement tout faire de bout en bout, t'irais jusqu'à nous mettre le truc qu'on a commandé dans notre boîte aux lettres ou nous le livrer sur le seuil de la porte. Est-ce que de manière générale, c'est facile pour toi de travailler avec d'autres ou est-ce qu'au contraire, c'est plus facile pour toi d'être vraiment dans la maîtrise de bout en bout? Je pense que je sais que derrière ma question, il y a une impossibilité parce que je sais qu'un jeu, et ça je veux bien que tu nous en touches un mot, c'est pas que simplement le développer, il y a aussi une phase de ce qu'on appelle de playtest justement, qui correspond au fait tout simplement à tester le jeu, de voir si les règles se tiennent, si jamais la durée de vie est intéressante, etc. Enfin j'imagine tous ces aspects-là. Ça, par essence, on peut pas le faire soi-même. J'imagine qu'on peut en faire une partie, mais très vite, on a besoin de se confronter à d'autres pour ça. Est-ce que pour toi, quelle est la place que tu donnes à la délégation comme ça dans la création d'un jeu ? C'est très difficile. Très, très difficile. J'ai du mal à déléguer. Je veux tout contrôler de bout en bout. Je suis insupportable. Je suis un collaborateur insupportable. Et il y a un moment donné, faut se connaître, en fait. Il faut le savoir. Parce que je veux trop tout contrôler, en fait. Pour moi, déléguer, c'est toujours faire des compromis, si tu veux. Quand tu délègues, déléguer, c'est toujours faire des compromis. Je sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire, quand tu délègues forcément l'impression ou la distribution, tu la délègues soit en payant un coût, c'est-à-dire que tu laisses ton distributeur prendre 40% de ta marge. Ouais. Ce que je te dis là, c'est vrai. Il faut imaginer quand tu achètes un livre, c'est énorme. C'est donc, plus que les fameux 30% des plateformes pour la distribution de jeux, finalement. Parce qu'il va y avoir parce qu'il y avoir un dimension. Alors, je ne sais pas si les 40%, ça compte uniquement la distribution dans les boutiques ou si ça compte la marge boutique aussi. C'est ça qui me manque dans ce chiffre. Voilà. Mais en tout cas, déléguer, c'est toujours faire des compromis. Par exemple, quand tu délègues à la poste, tu sais très bien qu'il faut que ton livre il fasse le poids le plus petit possible. Et surtout qu'il ne dépasse pas, par exemple, je dis n'importe quoi, parce que c'est pas le cas, je m'en fous moi, mais il ne dépasse pas par exemple 3 cm. Parce que si tu dépasses 3 cm d'épaisseur, tu quittes le tarif lettre et tu passes au format colis. Tu vois, c'est des trucs tout cons, mais du coup, déléguer, entre guillemets, enfin, devoir en fait compter sur quelqu'un d'autre pour produire une œuvre, eh bien, c'est toujours faire des compromis. Et donc, c'est toujours virer quelque part sur l'aspect produit. Alors, c'est peut-être là où tu voulais m'emmener. Non, mais du coup, c'est parfait, puisqu'on va, mais on va pouvoir le développer quand même. Quand tu me parles de quelque part de contraintes, j'interprète des compromis comme des contraintes. C'est peut-être un peu un raccourci, mais je les vois, moi, comme des contraintes quand tu me décris les choses comme ça. Est-ce que finalement, c'est pas ça aussi qui t'offre un cadre de créativité? Et ça va être l'occasion, peut-être que tu nous fasses un peu une rétrospective sur les différents jeux que tu as pu créer, mais je repense à des jeux peut-être moi, que je me suis plus réapproprié récemment, notamment Donjons et Dominos. Tu vas nous en toucher un petit mot tout à l'heure. Je trouve que il a un côté minimaliste dans son approche, dans sa conception, qui pour moi pourrait être très directement issu d'un certain nombre de contraintes de la création d'un jeu aujourd'hui. Si tu veux créer un jeu de société aujourd'hui, et tu dois le savoir, je pense même bien mieux que moi, je pars d'idées préconçues, mais ça doit être un foutoir incroyable. Il doit falloir aller chercher des usines qui vont fabriquer les petites pièces en Chine parce qu'il faut que ce soit pas trop cher. Il doit falloir rassembler ça, voilà, l'impression du livret, etc. Bon, il y a énormément de contraintes. Finalement, est-ce que les contraintes que tu as au quotidien dans la création de tes jeux te forcent pas à renouveler en permanence ta créativité
créativité et à te dire, tiens, comment je peux tirer parti avec l'expérience que j'ai des contraintes de la création d'un jeu, comment je peux tirer parti de ces expériences-là pour les transformer en créativité et aller faire des propositions de jeux qu'on trouvera pas ailleurs, parce que quelque part c'est pas les ressources, les chaînes d'approvisionnement, les contacts qui vont arriver à faire ce que je vais faire. Ce que je vais le faire parce que j'ai pris en compte toutes les contraintes. Là aussi, je ne sais pas si ma question est bien claire, hein, mais quelle est la place des contraintes et des compromis que tu as dans la créativité de tes jeux ? Alors pour moi, dans la question que tu poses, il y a un écrasement derrière le mot contrainte. Pour moi, tu mets deux choses différentes. La coercition et la contrainte. C'est pas tout à fait la même chose. Ok. Par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, quand je te disais que devoir passer par la poste, c'est une contrainte. Je sais même pas si j'ai employé ce terme. T'as parlé de compromis. C'est moi qui ai transformé ton compromis en contrainte. D'accord. Mais donc pour moi, en fait, c'est coercitif. Parce que la Poste me prend en otage. Et il y a un monopole concrètement de la Poste. Alors, on va me dire, oui, non, il y a Mondial Relais, il y a plein de choses, etc. Non, mais évidemment, il y a plein de modes d'action. Mais dans tous les cas, à un moment donné, que ce soit par Mondial Relais ou la Poste, le poids va rentrer en ligne de compte, Guillaume. Bon, tu vois, tu as un certain nombre de contraintes qui sont incompressibles. Ben, ça, pour moi, c'est de la coercition. C'est-à-dire que c'est des contraintes qui viennent de l'extérieur. Et il ne faut pas les confondre avec les contraintes que tu te fixes à toi-même. Par exemple, l'idée que je puisse avoir une empreinte écologique minimale dans la production de mes jeux, qui donne lieu justement au Val, à Donjons et Dominos, à certains types de mes productions, pour moi, je ne les vis pas comme des contraintes, si tu veux. Ou plus exactement, je les vis comme des contraintes, mais des contraintes que je me suis fixées, que j'ai choisies. Okay. Ces contraintes-là que je m'impose à moi-même, ces contraintes-là, je les respecte, je les justifie. Je les argumente, tu vois ce que je veux dire ? En fait, ce ne sont pas des contraintes, ce sont des choix, ce sont des libertés que j'ai décidé d'exprimer. Contrairement à la Poste, par exemple, qui, elle, vraiment me contraint, ou à mon imprimeur, tu vois, qui me dit, ce sera tant. Concrètement, si tu veux faire tel jeu, tu pourras pas, parce que je le fais pas. Ou alors, ce sera trop cher pour toi. Tu vois, tu veux faire tout en couleur ? Non, parce que tu n'as pas les moyens. Vu le nombre, la quantité que tu imprimes, mon petit gars, tu n'auras pas les moyens. Ça, c'est des contraintes fortes où je me dis, putain, ce jeu, il aurait mérité d'être en couleur. Tu vois, par exemple. Dans un monde idéal, dans lequel, par exemple, juste à côté de chez moi, j'ai un mec qui récupère des copeaux de bois pour en faire des pièces de jeu. Mais bien sûr que Cetra aurait été un jeu en boîte avec toutes les pièces qu'il faut pour jouer et tout ça. Parce qu'en plus, là, je me dis, putain, je fais vivre un mec localement qui recycle du bois pour faire des pièces de jeu. Mais trop bien. Sauf que là, pourquoi Cetra, il est en print and play et il n'est pas en boîte avec des petites pièces de jeu ? C'est parce qu'aujourd'hui, dans les contraintes actuelles du marché, la seule offre qui est possible, c'est une offre en Pologne. Pour moi. C'est trop loin. C'est trop loin, j'aurai pas le contrôle de ce qui va être produit, ça va faire masse carbone, ça me plaît pas. Et puis même, ça fait pas vivre un mec du coin. Ou alors non, parce qu'en plus, si ça se trouve, ça sera assemblé en Pologne, mais si ça se trouve, il y aura des intrants chinois là-dedans, parce qu'à mon avis, même les assembleurs de jeux de société en Allemagne, tu me feras pas croire que certaines billes plates, elles sont pas fabriquées en Chine et qu'ils les achètent pas à des gros vendeurs, etc. Donc en gros, tout ça me plaît pas, tu vois. Donc ça, tu vois, cette contrainte écologique que je m'impose à moi-même, c'est pas une contrainte, c'est la liberté au sens de Rousseau. La liberté, c'est le respect des lois qu'on s'impose à soi-même. C'est ça la liberté en fait. Donc, mais il faut pouvoir choisir ses lois. Donc, tu vois, le problème de ta question, Guillaume, c'est qu'elle écrase un peu ces deux types de contraintes. D'un côté, les contraintes extérieures qui s'imposent à moi, et de l'autre, les contraintes qui s'imposent, mais qui s'imposent parce que je les ai choisies. Elles s'imposent pour moi parce que c'est les seules que je pourrais justifier. Donc, c'est deux types de contraintes un peu différentes. Et je suis d'accord avec toi, par contre, que, évidemment, les contraintes que l'on s'impose, et parfois même qui s'imposent, peuvent être des stimulants pour la créativité. Mais je préfère 100 fois avoir un grand nombre de contraintes que je m'impose à moi-même, plutôt que d'avoir un grand nombre de contraintes qui s'imposent. Je comprends. Alors, tu l'as cité, Cetra, on va revenir dessus. Je te propose peut-être de le refaire. En tout cas, dans ton conducteur, j'ai le sentiment qu'il y avait un aspect un petit peu, bon, c'est évidemment classifié par type de jeu, mais probablement aussi par ordre chronologique. Et je veux bien tout simplement peut-être que tu nous fasses une petite rétrospective de tes jeux. Alors, tu peux la faire de manière exhaustive si tu le souhaites. Tu peux te concentrer sur les quelques coups de cœur que tu as dans ton background de création de jeux. Peut-être qu'on peut commencer par les jeux de rôle que tu as créés. Parmi les jeux de rôle que j'ai créés, donc le
probablement le jeu de rôle qui m'a fait connaître. C'est un jeu de rôle qui s'appelle Sens Exalogie, qui est un jeu de rôle philosophique en 6 tomes, dont l'objectif est de transformer ses joueurs en philosophes. Si vous voulez en savoir plus sur Sens, je vous conseille d'aller voir La Guerre des Immortels sur YouTube, qui est donc une vidéo de présentation en 2 parties. Donc il y a l'épisode 1 et l'épisode 2 qui présentent en fait l'univers du jeu, et ça vous présentera globalement les grands enjeux de Sens. Mais on aura l'occasion, je pense, d'y revenir plus tard quand on abordera plus en détail Cetra et le lien avec les myriages de Tech Café, parce que myriage, quand même, le terme vous est attribué. J'adore ce terme, mais j'y reviendrai. Donc on aura l'occasion à ce moment-là de revenir sur Sens. Mais en gros, Sens, c'est vraiment un jeu de rôle de geek qui aime bien se poser des questions sur la structure du monde, la métaphysique et compagnie. Dans les jeux de rôle, on trouve aussi Vademecum, qui est un jeu de rôle qui se joue avec un échiquier, dans lequel toutes les situations fictionnelles sont représentées sur un échiquier. Et en fait, on joue 4 flics de Los Angeles qui vont passer une très très mauvaise soirée. Et donc ces flics s'appellent King, Queen, Knight et Bishop, et sont représentés par les pièces, les grandes pièces des échecs, donc le roi pour King, la reine pour Queen, le fou et le cavalier blanc. Et donc on va jouer ces 4 flics à Los Angeles, et on va découvrir que ils ne sont que les pions d'une immense machination, je n'en dis pas plus. Ce jeu se joue en 24 heures, c'est-à-dire que c'est 4 parties de 6 heures. Donc il faut pas faire d'affilée, hein. Je vous déconseille de jouer Vademecum en 24 heures parce que vous allez crever. Mais par contre, effectivement, ce sont 4 parties de jeu de rôle de 6 heures chacune. Ce jeu est très déterministe, c'est-à-dire que on vit les scènes, on est amené à jouer des scènes, mais elles sont très scriptées. La scène suivante, on sait où on va, la scène suivante, etc. Ça fait partie du contrat social du jeu que les scènes sont scriptées, mais par contre, voilà, c'est une histoire type un peu hollywoodien et tout ça. Bon, il y aurait des choses à réécrire sur le jeu. Le jeu est pas totalement déconstruit, hein, mais bon. Trip to Sky, hein, donc, qui est un de mes derniers jeux de rôle paru récemment. C'est un jeu de rôle dans lequel on joue, c'est très classique dans l'univers, c'est un ciel sans sol, des bateaux volants, un univers de cap et d'épée avec des bateaux dans des îles volantes, des ruines dans le ciel, un jeu un peu autour des mythes de l'Atlantide avec une ancienne civilisation qui aurait détruit le monde, et du coup on flotterait dans ces ruines, etc. Et on y joue des gens, des humains, qui sont nés, contrairement aux autres humains, avec des ailes. Et donc qui ont la possibilité d'évoluer d'île en île grâce à leurs ailes, alors que les humains, eux, tombent vers la Lune. Et en fait, le jeu aborde qu'est-ce que c'est d'être un individu qui naît avec des capacités spéciales et qui est discriminé et pourchassé pour cela, parce que les humains détestent les créatures ailées, donc les joueurs, qu'ils estiment être des démons. Et donc, ils vont être pourchassés. Donc, il faut cacher qu'on a des ailes, etc., etc. Et c'est un jeu dont le système est assez bizarre, dans lequel, en fait, le maître de jeu pose des problèmes. Et ces problèmes, en fait, ce sont des dés. Et en fait, les joueurs affrontent les dés que le MJ pose sur la table. Donc, les problèmes sont posés sur la table de façon matérielle, si j'ose dire. Donc, ça, c'est pour les jeux de rôle. Et ce sont tous des jeux de rôle classiques, tu noteras. Ce sont tous des jeux de rôle avec MJ et joueurs. Oui, donc, tout à fait. Et c'est intéressant de le souligner d'ailleurs, parce qu'on peut avoir aussi ce raccourci quand on t'écoute, faire ce rappel que le jeu de rôle n'est pas que le jeu de rôle classique, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, on va pas revenir dessus, mais ça pourrait donner l'impression que tu te bats contre ça. Et quand on sait que les jeux de rôle que tu as créés et que tu vends sont des jeux de rôle sur ce format-là, alors évidemment c'est pas Donjons et Dragons, hein, mais ils sont sur cette architecture-là, du coup on comprend bien que ta proposition vise plutôt à se questionner plutôt qu'à lutter contre un format de jeu, quoi. Donc ça, si c'est intéressant. J'ai deux casquettes, si tu veux. J'ai ma casquette de théoricien dans laquelle le but est d'ouvrir un maximum. Oui. Donc le jeu de rôle, et puis j'ai ma casquette d'amoureux du jeu de rôle sur table, et amoureux aussi de Donjons et Dragons, de Cthulhu, de Vampire. Je suis comme les autres en fait, hein, je suis pas différent. Et donc là du coup dans cette continuité là, moi les jeux de rôle que je fais, c'est des jeux de rôle qui rentrent en communication avec ces jeux que j'ai adorés quand j'étais gamin. Et moi je suis un grand enfant, hein, donc voilà, j'ai ma casquette de théoricien, de philosophe, d'analyste du jeu de rôle, et puis j'ai ma casquette de créateur en fait. Et effectivement, d'un point de vue créatif, moi j'encourage les gens à faire du jeu de rôle traditionnel un peu aussi, parce que mes propositions sont des jeux de rôle traditionnels, donc je suis pas du tout contre les gens qui font du jeu de rôle traditionnel, bien au contraire. Et c'est vrai que je suis souvent caricaturé comme ça.
C'est bien de le rappeler. Alors, du coup, il y a des jeux de cartes aussi, Romaric. Ouais, alors des jeux de cartes. Donc, le Val, qui était une volonté, en fait, celle qui m'a mis le pied à l'étrier dans le monde du jeu, c'est ma grand-mère, avec laquelle je jouais énormément, et notamment à la belote, au Scrabble, tous ces vieux jeux traditionnels, en fait, les dominos aussi, les dames, etc. Et donc, ma grand-mère, en fait, j'ai quitté en fait le giron de ma grand-mère quand j'ai commencé à jouer à Magic. À ce moment-là, ma grand-mère était un peu tristounette parce qu'elle se disait bah mince, il arrête finalement de jouer avec moi à ces jeux traditionnels et tout ça. Et j'ai toujours eu dans l'idée de mettre un jour ma grand-mère à Magic. Mais j'y arrivais pas. J'adore. Parce que même si ma grand-mère était artiste peintre et qu'elle adorait les dessins des cartes Magic, elle n'arrivait pas en fait à rentrer dans le jeu. De la même manière que la manette effrayait les gamers dans le jeu vidéo et que c'est la Wiimote qui les a finalement mis au jeu vidéo, les personnes âgées, les cartes et les trucs de geek, les D20 et tout ça, ça effraie en fait les personnes âgées. Et donc j'avais dans l'idée dès le départ, assez rapidement, d'essayer de faire un jeu de cartes à la Magic, mais avec un jeu de cartes traditionnel. Aussi pour une raison un peu militante, qui est que j'ai horreur de la dimension pécuniaire et financière de Magic, qui est d'ailleurs en train de le tuer. Hein. Là, ils se sont pris plusieurs avertissements de magazines financiers sur la façon dont ils vendaient les cartes. Même moi, qui suis un grand fan de Magic, tu vois, je m'étais même qualifié. Joueur. Bah oui, parce que je m'étais même qualifié pour le championnat de France. S'il n'y avait pas eu le Covid, je serais peut-être champion de France, tu vois, aujourd'hui. J'avais accumulé suffisamment de points donc j'allais faire le championnat de France, mais il a été annulé à cause du Covid. Donc tu vois, je suis vraiment un gros joueur de Magic. Hein. Quand je te dis que j'aime Magic, vraiment, je mens pas, quoi. C'est pour ça que je crache sur Wizard of the Coast, mais en même temps, je suis un de leurs premiers consommateurs. Donc tu vois, je fais plein de paradoxes. Quelle comme ambivalence. ça. Non, mais je vis très bien avec. T'inquiète pas, je peux tous les justifier, ces paradoxes. Et parce que aimer quelque chose, c'est aussi bien le critiquer, je pense. Les gens ont tendance à confondre trop souvent la critique et la détestation. Non, pour moi, aimer, c'est savoir critiquer, quoi, tu vois. Voilà, j'ai adoré, par exemple, faire l'interview de Daniel Schneiderman, qui lui-même est journaliste critique des médias, parce que le fait de critiquer la personne que j'admire le plus au monde, tu vois, c'était un kiff personnel, tu vois, un peu. Il y avait ce côté, voilà, je vais aller challenger le journaliste que j'admire le plus au monde et je vais le critiquer et moi aussi, je vais lui trouver tu vois, je vais essayer de l'attaquer et machin, parce que je l'adore. Et c'est pour ça que je l'ai bien critiqué, en fait. Il était satisfait de notre échange, mais je pense que c'est parce qu'il y avait de l'admiration. Pour moi, l'admiration ne va pas sans critique. Donc voilà, critiquer, ce n'est pas détester, au contraire, c'est aimer. Donc c'est pour ça aussi que je critique beaucoup Wizard of the Coast, parce que je pense qu'ils ont le potentiel de faire tellement mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Ça me rend triste pour eux. Alors le Val, revenons au Val. Donc le Val, c'est cette proposition de jouer aux cartes Magic avec un jeu de cartes traditionnel. Critique, en fait, le Val est une critique de Magic, en fait. C'est une critique de Magic. C'est-à-dire que je prends tous les trucs qui sont bien dans Magic et je dis, regardez, vous auriez pu le faire avec un jeu de cartes traditionnel. Voilà. Vous auriez pu le faire sans vendre, en fait, tout ça, sans vendre tout ce plastique, sans vendre tout ce truc-là. Alors évidemment, il y a plein de choses dans Magic que le Val ne fait pas. Il n'a pas ce côté épisodique de l'univers, etc. Faut pas se mentir. Il n'y a pas ce côté non plus deck building dans le Val, puisqu'on joue directement avec un même jeu de cartes. Donc il y a aussi des choses que Magic fait que le Val ne fait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une discussion avec Magic, clairement, le Val. C'est un jeu de cartes Magic pour les gens qui n'aurait qu'un jeu de cartes traditionnel chez eux. Et c'est aussi une façon de mettre sa grand-mère à Magic. Parce qu'en fait, du coup, vous allez pouvoir, sans effrayer en fait les personnes âgées, leur montrer, regarde, on va faire un simple jeu de cartes, vas-y, je t'explique, et on joue. Bon, après, les explications des règles sont un peu longues, mais pour les gens, les personnes âgées qui aiment bien l'ésotérisme et tout ça, ça fonctionne très très bien parce que l'univers s'inspire des tarots de Marseille. Et donc, du coup, il y a un côté, voilà. Si vous voulez vous en savoir plus sur le Val, vous pouvez tout simplement aller sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur le Val, il y a des commentaires de parties de Val, il y a les leçons de Val dans lesquelles j'explique toutes les règles. Il y a aussi une vidéo de Trick Track avec Monsieur Fall où je lui explique. J'allais y venir, en fait. J'allais y venir parce que c'est l'occasion pour moi de te demander si c'est si c'est le Val qui t'a permis justement de rencontrer Monsieur Fall et d'intervenir dans Trick Track TV, ou est-ce que tu l'avais rencontré avant? Je trouve ça intéressant parce que pour moi, c'est une figure qui a été assez marquante dans l'univers du divertissement déconnecté, comme j'ai tendance à l'appeler, Monsieur Fall. En fait, c'est le Val qui m'a permis de rencontrer Monsieur Fall. C'est le Val parce qu'en fait, je l'avais acheté, je l'avais envoyé en fait chez Trick Track et il l'avait foutu dans les chiottes. Et en fait, il se trouve que Mops à l'époque lisait beaucoup dans les chiottes et donc il a commencé à lire le Val. Et il a dit à Monsieur Fall, il lui a dit quand même là, ça a pas l'air dégueulasse ce jeu-là. Faudrait peut-être quand même que tu invites l'auteur. Et donc du coup, voilà, j'y suis allé. Donc voilà, on a fait une première émission sur le Val et tout ça.
Et puis après, on est retourné chez Trick Track pour les interviewer, je crois. Ou alors on avait fait l'interview avant, je ne sais plus. Je ne sais plus dans quelle heure ça s'est passé. Et là, l'interview s'est super mal passée. On s'est engueulé en fait, pas loin avec Monsieur Fall sur notre vision du jeu de rôle en fait, puisque lui avait une vision extrêmement traditionnelle, tradie en fait du jeu de rôle. Et donc du coup, ça s'est plutôt mal passé. Et à partir de ce moment-là, Monsieur Fall et moi, on s'est plus jamais trop reparlé, quoi. Je trouverais ça intéressant, tu vois, que j'ai un petit vœu pieux que je peux mettre, mais si cet épisode était écouté, on peut rêver par Monsieur Fall et qu'il puisse réécouter tout le déroulé que tu as fait en intro et peut-être, je sais pas, clarifier des incompréhensions et faire en sorte que vous puissiez rééchanger, je serais pas peu fier pour tout te dire. Enfin, bref. Il y a plein de gens avec qui mais ça se trouve, tu vois, il l'écoutera pas l'émission, il va se dire Romaric Briand, il va encore nous sortir sa soupe et il aura pas tort, tu vois, il aura pas tort. Mais non, il y a vraiment, je me suis fait beaucoup d'ennemis, mais aussi parce que si tu veux, mon idée c'était aussi d'essayer de secouer le cocotier, tu vois. Et donc du coup j'ai des propos qui ont été très très forts, notamment au début de la cellule et tout, où j'essayais vraiment de critiquer le monde de l'édition, le monde éditorial et tout ça. Et donc, de fait, je me suis fait tricard de plein de lieux, quoi. Tu vois. Donc voilà. Mais bon, écoute, voilà, je sais pas. Et si cette interview peut le réconcilier avec moi, mais vraiment, je pense pas, hein, parce que on a vraiment une vision très différente du jeu de rôle. Hein, vraiment. Hein. Je pense que pour lui, en fait, ce dont je parle, c'est pas vraiment du jeu de rôle, tu vois. Lui, ou en tout cas. Lui, peut-être que pour lui, parce que j'ai discuté avec des gens qui étaient assez conservateurs comme lui, en fait, récemment, et qui avaient son âge aussi. Parce que mine de rien, il y a une différence d'âge, et ça joue. Parce que les gens qui ont commencé avec Donjons et Dragons, c'est pas la même sensation que les gens qui ont commencé avec Vampire la Mascarade, en fait. Il y a une grande différence déjà d'approche du jeu de rôle par rapport à ça. Et j'ai discuté avec eux, et eux, ils me disent, mais en fait, ce que tu fais, ça nous plaît pas parce que... Du coup, on a l'impression de perdre un petit peu notre jouet, quoi. On a l'impression un peu de perdre notre média, tu vois. À force d'élargir le jeu de rôle, à force d'ouvrir le jeu de rôle à tout ce que tu fais, en fait, on a l'impression un peu de perdre le média qu'on aime et auquel on s'est attaché. Tu vois, un petit peu comme ces gens qui disent... Avant qu'il y ait des gens qui critiquent le genre, tu vois, c'était clair, les filles et les garçons. Il y avait des filles, il y avait des garçons, il y avait pas à se poser de questions, tu vois. C'était facile, on se sentait bien comme ça, c'était pratique en fait. En plus, les garçons avaient le pouvoir, c'était bien, quoi. Et puis là, d'un coup, les gens qui questionnent les genres et qui, c'est un peu chiant, tu vois. Il y a un côté, on n'est plus entre nous, quoi. Ça fait entrer des gens dans la bergerie qu'on voudrait pas et voilà. Alors, est-ce qu'il y a ce phénomène un peu de conservatisme chez ces gens ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que vraiment, je pense que mon discours passe pas. Hein. Je pense que mon discours passe pas, hein, Guillaume. Vraiment. Alors, c'est rigolo parce que effectivement, alors moi, je peux te le confesser, hein, en ayant écouté des épisodes de la cellule dans les premiers temps, je cherchais des supports pour entendre parler du jeu de rôle vraiment à l'audio parce que j'ai toujours adoré les podcasts et puis j'ai mis un moment avant de faire le lien entre les deux. Même si je peux te livrer une petite exclue, je crois pas qu'il y a grand monde qui le sache, mais avant Tablette Café créé il y a de ça 10 ans maintenant, un petit peu plus de 10 ans, ma première tentative de podcast audio après avoir écouté Patrick Béja dans le Rendez-vous Tech et même avant ça dans Azeroth.fr, donc c'était un podcast qui était dédié à World of Warcraft, j'avais voulu créer un podcast sur le jeu de rôle. J'ai fait 2-3 épisodes, j'ai invité mon Dieu, j'ai perdu son nom. Un monsieur qui a écrit un super bouquin, à l'époque je trouvais ça un super bouquin, il faudrait que je le relise pour voir si je le trouve toujours super, sur le jeu de rôle, et j'ai pas prolongé l'exercice. C'est pas Olivier Caïra, Les Forges de la Fiction? Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit lui. Je promis, je te le retrouverai, ou si ça me revient d'ici tout à l'heure, je te couperai. En tout cas, j'ai fait des premiers épisodes de podcast autour du jeu de rôle, et donc ça n'a pas tenu dans le temps. Donc je m'étais frotté à l'exercice, mais par la suite, j'ai voulu me dire, qu'est-ce qui existe au-delà des live plays, donc les enregistrements de parties de jeux de rôle en podcast, que j'aime beaucoup aussi, et je suis tombé donc sur la cellule. Et je dois te dire, je dois être hyper transparent avec toi, que dans les premiers épisodes, tu m'agaçais, Romaric. Tu m'énervais au possible, mais
probablement parce que il me manquait la dimension générale, et je portais évidemment pas de jugement, et j'ai mis du temps avant de comprendre et de bien appréhender ta proposition, ta vision, ta description des choses, avant de comprendre que tu n'étais pas dans une critique vindicative et qui était dans une forme de hiérarchie de valeurs dans les différents jeux, mais simplement que tu essayais de refaire une définition qui soit un peu plus juste par rapport à la manière dont sont classifiés les jeux et dont ils peuvent être appréhendés et dont ils peuvent être étudiés. Mais je peux comprendre que dans un premier temps, on puisse avoir ce sentiment de ta part d'avoir une espèce de combat mené pour descendre tout un pan d'une activité ludique. Alors que, depuis l'intro et depuis évidemment un paquet d'épisodes que j'écoute de la cellule, j'ai bien compris que c'était pas du tout le propos. Mais ça me désolerait que les gens continuent à être fâchés avec toi parce qu'ils en ont cette même conclusion. Écoute. Alors, non, mais attends, Guillaume, il faut leur rendre, faut te rendre justice et leur rendre justice. Je suis d'accord et que dans certains podcasts, je fais des raccourcis, je suis vindicatif et compagnie et compagnie. En plus, oui, à titre personnel, j'ai des hiérarchies. Faut le dire. C'est-à-dire que j'ai des préjugés. C'est-à-dire que, oui, effectivement, tu vois, j'estime plus un jeu comme Prosopopée de Frédéric Sintès que un jeu comme, je sais pas quoi te citer, tu vois, comme... en plus, il n'y a rien de comparable vraiment, alors c'est compliqué, mais... Enfin, comme un autre jeu, c'est-à-dire que moi aussi je fais des hiérarchies, c'est-à-dire que toi aussi tu as des préférences. Et en plus, moi je les assène avec cette espèce d'assertorisme, tu vois, c'est vraiment des assertions très, très fortes, en mode, il n'y a pas de propos, c'est nul. C'est le combat de David contre Goliath aussi, quelque part, que tu essaies d'incarner. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas m'en vouloir d'avoir un peu exagéré, c'est-à-dire que moi je suis exalté, je suis passionné par ce que je fais. Et donc, du coup, parfois, les mots dépassent ma pensée. J'ai fait des erreurs sur... Attends, on a compté avec Darky, il y a 450 podcasts Darky, de la série. c'est ton confrère qui s'occupe de la partie un peu tech, en tout cas de toute ton activité, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est l'informaticien qui se cache derrière tous les sites internet, qui fait la gestion, en fait, des différents serveurs, etc., etc. Et donc, on a compté, il y a 450 épisodes de la cellule. Comment veux-tu, en 450 épisodes, ne pas avoir le mot de trop, ne pas dire un truc qui dépasse ta pensée, etc. Alors qu'en plus, moi, j'ai des préjugés, tu vois. Je suis comme les autres. Je suis pas mieux que les autres, tu vois. Moi, j'ai une vision arty des choses. Je suis à fond sur l'indépendance. Voilà, les jeux de rôle, le mainstream. Même ce que j'ai dit tout à l'heure sur le mainstream. T'as vu, j'attaque quand même, quoi. Tu vois, je suis pas non plus. J'essaye de dire, déconstruisez-vous. Je vous dis, vous êtes des dominants, etc. Ça va être c'est super mal vécu par les gens. Tu vois, c'est. Je sais pas comment dire. J'en veux pas aux gens. Le Guillaume Poggiaspala du jeu de rôle, hein, quelque part. Je pense. Ouais, mais je me reconnais beaucoup dans Guillaume. Hein. Je te dirai où on peut me retrouver à la fin, si tu veux aussi. Mais vous n'êtes pas si loin que ça géographiquement. Mais enfin bref, petite parenthèse. J'aimerais beaucoup rencontrer cet homme-là. Il a l'air vraiment passionnant. Et puis alors, quelle expertise, franchement, je suis admiratif. Donc toujours est-il que oui, tu vois, j'en veux pas non. Non, je suis insupportable en vrai. J'avoue. Non, mais c'est pas. Mais je crois que c'est important, en fait, tu vois. C'est important qu'il y ait des gens insupportables comme ça qui cherchent la petite bête, qui fassent chier, quoi. Moi, tu vois, c'est ma vision de la résistance, ça. Rester et faire chier. C'est ça, en fait. Et ben moi, je fais chier, je fais « Ah, c'est chiant, machin », voilà. Et c'est bien. Je pense que je suis chiant et c'est comme ça que... Voilà. Ouais, bon, bref. Je savais que nous connaissant, toi et moi, on digresserait, mais c'est ce qui rend intéressant cet échange. On en était au Val, Romaric, et Ex Nihilo. Voilà, on peut enchaîner sur Ex Nihilo. Ex Nihilo, alors là, c'est un jeu, alors là, pour le coup, qui se rapproche beaucoup de l'open source. Le principe d'Ex Nihilo, c'est que chaque joueur est amené à créer son propre jeu de cartes. On incarne une demi-divinité qui s'appelle une stéphière, qui est en gros l'égérie, l'allégorie, la représentation d'un monde. Donc, par exemple, on va faire l'égérie des mondes des pirates, l'égérie des mondes de fantasy, l'égérie de la dark fantasy, l'égérie de la romantique, etc. Donc, la stéphière est une espèce d'égérie comme ça. Et donc, le but du joueur, c'est d'incarner cette stéphière en créant soi-même 36 lames de son monde, 36 cartes qui
résume les concepts fondamentaux de son monde. Donc, par exemple, si je suis la Stéphia des pirates, je vais créer un vieux galion, un canon usé, un mousquet, un pirate défraîchi, je sais pas quoi, etc. Donc, et mes cartes vont avoir ce nom-là. Je leur donne un texte d'ambiance et je leur donne des temps, etc. Et en fait, après, on va faire des rencontres entre les mondes. Sachant que les dieux nous ont fixé des objectifs au préalable qu'on doit remplir, qui sont souvent des objectifs tragiques, et donc on va vivre en fait une confrontation, une rencontre entre deux mondes qui va tourner au drame, etc., etc. Donc c'est à la fois un jeu de cartes où chacun crée ses lames, chacun crée ses cartes, et en même temps un jeu de confrontation, un jeu de rôle. C'est très bizarre, très hybride entre le jeu de cartes et le jeu de rôle. Et ce qui est rigolo, c'est que comme chacun fait ses propres cartes et son propre monde, bah, chacun importe un petit peu de ses pensées, de sa philosophie dans l'univers d'Ex Nihilo. Et vous m'envoyez vos jeux, les jeux que vous avez contribué à faire, vous me les envoyez par mail et je les poste sur le site du jeu. Donc si vous allez sur le site d'Ex Nihilo, vous trouverez en fait tous les mondes qui ont été créés par des joueurs. Et aujourd'hui, il y a, je sais plus, 600 ou 700 cartes qui ont été créées, je crois, en tout. Voilà, quelque chose comme ça. Et si vous allez sur le site d'Ex Nihilo, vous verrez qu'on peut modifier le titre. C'est le genre de petit détail que j'adore en plus. Et puis, on en arrive au jeu de plateau hybride. Alors, aussi là, dans un souci de transparence vis-à-vis de toi, Romaric, on touche aussi au plus proche de ce que j'ai pu vraiment m'approprier en tant que création que tu as pu faire comme jeu, à commencer par Donjons et Dominos. Alors, qu'est-ce que c'est Donjons et Dominos ? Dans Donjons et Dominos, tout est dans le titre. Hein. On va utiliser des dominos pour générer en fait des donjons de façon procédurale. On a des cartes sur lesquelles en fait sont inscrites la manière dont les. Donc en fait, quand on arrive, je vais le décrire comme ça parce que comme on est à l'oral, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Quand on arrive au bout, donc on joue sur les dominos. Donc les dominos deviennent des cases en fait de la partie. Donc on ouvre un premier domino, donc c'est un couloir. De 2 cases, quoi, en gros, puisque c'est le premier domino qu'on pose. Quand on arrive au bout de ce couloir, on tire une carte. Et la carte va nous dire combien de dominos on place et comment on les place. C'est comme si on ouvrait une porte et que derrière, on trouvait tantôt une salle composée de 3 dominos, tantôt une intersection composée de 3 dominos avec une porte qui va à droite, une porte qui va à gauche, une porte qui va tout droit. Et on se balade comme ça sur... on explore comme ça le donjon, et le donjon se crée en fait en piochant, en tirant des cartes et en mettant les dominos comme il se doit. Donc en fait, le donjon qu'on crée est toujours différent. Il y a des tas et des tas de donjons différents dans Donjons et Dominos, ça dépend des cartes qu'on tire. Et il va se passer en fait dans le donjon des petits événements, notamment dans les salles. Et donc là, il y a des petits scénarios où on voit qu'en fait les salles, ça va être tel ou tel lieu, etc. Il y a parfois des petites énigmes dans le scénario. C'est très simple, hein. C'est fait pour jouer avec vos enfants en théorie. Et ensuite, les monstres vont avoir des comportements qui vont varier en fonction du niveau du donjon. Donc par exemple, si vous êtes au niveau 4, par exemple, je crois, vous lancez le dé des méchants, donc vous lancez un D6, et ça vous dit l'endroit où les méchants apparaissent. Donc vous savez que les dominos, en fait, sur les dominos, si vous regardez vos dominos, vous voyez qu'en fait, il y a 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moi, ce qui m'amuse beaucoup avec les dominos, c'est que si on regarde bien, ils ont la tête d'un D6, en fait. Donc si je lance un D6, eh ben, ça me donne une situation dans mon donjon. Si je lance un D6, par exemple, ça active, si que je fais 6, ça active toutes les cases 6. Et ben, le système d'adversité va fonctionner comme ça. C'est-à-dire que vous lancez le dé des méchants, et si vous faites 6, il y a un méchant qui apparaît sur case 6. Ça, c'est le premier niveau. Au deuxième niveau, le méchant, il va commencer à attaquer sur les cases adjacentes. Par exemple, sur les 1 et les 2. Par contre, les cases vierges, par exemple les cases blanches, bah, ça va être des sauf-conduits, quoi. Ça va être des endroits où vous allez être en sécurité, etc., etc. Et vous jouez un voleur, un guerrier, un mage et un clerc qui se baladent dans le donjon. Quand vous tuez des monstres, vous récupérez des cartes trésors qui vous donnent des petits bonus, etc. Donc c'est un petit donjon qui se crée de façon procédurale avec des dominos. C'est pas facile à expliquer à l'oral, j'espère que je m'en suis bien tiré. Je trouve que tu t'en es très bien tiré. Je complète en disant qu'il y a un côté, pour ceux qui connaissent HeroQuest, moi j'ai beaucoup joué à HeroQuest quand j'étais petit, hyper intéressant, mais avec un côté beaucoup plus intelligent et un côté aussi bien plus minimaliste forcément. Et j'avoue qu'il y a un truc que je trouve assez captivant. Tu le disais, c'est conçu pour jouer avec des enfants.
Effectivement, moi j'ai deux garçons et ils sont assez sensibles au principe de sortir les dominos, de sortir des petits pions, de dire que ça c'est des personnages, de dire que là il y a les objets avec les cartes. Et notamment j'ai mon fils qui avait 6 ans quand on a joué à Donjons et Dominos la première fois, qui était mais vraiment hyper emballé, et je pense qu'il faisait il avait moins d'efforts de projection à faire dans d'autres jeux qu'avec Donjons et Dominos, donc c'est hyper intéressant. Et alors la surcouche qu'on peut rajouter à Donjons et Dominos, c'est qu'au-delà d'être un jeu à part entière, c'est aussi un système de jeu, et aujourd'hui Romaric, on peut voir fleurir des extensions quelque part, ou des forks comme on dit, des réinventions de Donjons et Dominos. Alors en fait, le jeu a été vendu avec un scénario donc qui était très incomplet et était pas très bien foutu. Le scénario, tu vois, c'est juste une base quoi. Et tu te rends compte en lisant le scénario qu'il y a quand même des possibilités et qu'en fait le jeu n'a pas fini d'explorer toutes ces possibilités-là en réalité. Et donc c'est pour ça que les gens ont décidé de dire mais attends, on peut imaginer tellement de comportements de monstres différents. On pourrait imaginer en fait que quand on tire les cartes, ça se passe différemment. Et puis machin. Et donc en fait les gens ont commencé et notamment Johan Fichet que je salue au passage, et qui s'est dit mais en fait ce jeu est modable, il est modable, et donc du coup il a commencé à créer son premier donjon qui était un château au bord de la mer. Alors c'était génial, c'est-à-dire que en fait tous les tours la marée montait, donc les cases 1 des dominos devenaient inaccessibles. Puis ensuite les cases 1 et 2, puis ensuite les cases 3, donc l'eau montait en fait dans son donjon. C'était génial, t'avais des monstres qui apparaissaient derrière toi, t'avais de l'ambiance machin, etc. Donc il a commencé à créer ça, et ça nous a inspiré Jérémy Klein et moi-même, et donc on s'est dit mais non mais carrément on va continuer à faire des scénarios pour Donjons et Dominos. Donc on a fait un premier scénario qui était autour de l'appel de Cthulhu. Donc on a fait une vraie campagne de l'appel de Cthulhu, mais au sens une campagne aussi longue que les Masques de Nyarlathotep ou que l'Orient Express. C'est 4 scénarios extrêmement longs. Non, c'est même 6. Je crois qu'il y a 6 donjons dans Cthulhu. Et vraiment, t'as des aides de jeu, t'as des magazines de presse à consulter. Enfin, c'est vraiment du Cthulhu, quoi. Mais sur des dominos et compagnie. Si tu l'as pas fait, Guillaume, et que t'as des amateurs de Cthulhu autour de toi, franchement, ça vaut le détour. Hein. Ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Alors, pas à faire avec les enfants, évidemment, parce que t'as un côté ambiance et tout. Et voilà. J'avais proposé même des pistes audio pour diffuser pendant la partie. Donc là, évidemment, avec les enfants, faut pas jouer à Cthulhu Donjons et Dominos parce qu'il y a une dimension un peu... Ouais. Ça fait plus peur que Donjons et Dominos, quoi, forcément. Et après, il y a Jérémy Klein qui a eu cette idée formidable de dire, mais en fait, le donjon de Donjons et Dominos, c'est pas un manoir hanté, c'est pas un donjon. En fait, c'est un réseau informatique. Et il s'est dit, en fait, les salles, ça va être des serveurs. Et au lieu de jouer un voleur, un guerrier, etc., eh bien, on va jouer des hackers qui veulent pirater le compte en banque d'Elon Musk. Et donc il a créé ce concept de runner et domino et tout ça est téléchargeable gratuitement sur le site Donjons et Dominos. Vous déroulez en fait parce que ça c'est un peu compliqué à trouver. Quand vous arrivez sur le site Donjons et Dominos, vous déroulez en fait le menu déroulant qui se trouve sur votre droite et vous allez tout en bas et vous avez un petit onglet avec écrit scénario additionnel. Vous cliquez dessus et vous avez les PDF qui vous expliquent comment jouer à ces versions de Donjons et Dominos. Je parlais d'épiphanie tout à l'heure dans l'épisode. Moi, j'ai eu une épiphanie, une épiphanie. Quitte à utiliser des mots qui veulent claquer, je devrais connaître une épiphanie. Dans ma vie de joueur, en me rendant compte des possibilités qu'il y avait à utiliser un truc aussi simple qu'un jeu de domino qu'on a pour bonne partie d'entre nous dans nos placards et les possibilités que ça peut créer en matière de créativité de jeu. Et ça m'a vraiment fait un effet waouh, je dois te dire. Et je me suis dit à ce moment-là, j'aimerais bien une fois dans ma vie arriver à créer un jeu. Et je me suis dit peut-être Donjons et Dominos pourrait être un bon support. Bref, parenthèse terminée. Et puis on en arrive forcément à le jeu que tu as présenté au travers de plusieurs vidéos et que tu as diffusé. C'est ton dernier, si je dis pas de bêtises. Cetra. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Cetra ? Alors Cetra, c'est un wargame de rôle. Dans l'univers de Sens, mais il n'est pas nécessaire encore une fois de jouer à Sens pour jouer à Cetra. On incarne, tu vois déjà que la présentation est nettement moins rodée que pour les autres jeux. T'as vu, on voit que c'est plus récent. On t'a moins interrogé, mais c'est pas grave, c'est clair pour l'instant. Chaque joueur est amené au début à choisir une maison, un peu comme dans Dune ou dans Game of Thrones. Il y a des maisons avec des mots-clés qui les définissent, une façon de penser le monde, etc. On choisit une maison. Et
une fois qu'on a choisi sa maison, donc il y a 4 maisons, une fois qu'on a choisi sa maison, on accède à un livre qui nous donne un certain nombre de missions à effectuer sur le plateau de jeu. Et donc notre objectif, ça va être d'inviter ses potes qui jouent des maisons différentes des nôtres à venir faire une partie de wargame avec nous en effectuant les missions qu'on a eues dans le livre. Et quand on réussit sa mission, on accède à une partie du livre qui est mission accomplie, et quand on échoue, on a accès à une partie du livre qui est mission échouée. Et en fonction des embranchements, en fait, des missions qu'on réussit et des missions qu'on échoue, on prend des embranchements, on a des révélations sur l'histoire qui sont différentes. Et ça nous permet d'accéder aux secrets de notre maison, aux secrets des maisons des autres. On va découvrir qu'il y a eu des complots, qu'il y a eu des assassinats, que rien n'est aussi simple qu'on ne le pensait en lisant les bouquins et en faisant les parties. Et l'originalité en fait de Cetra, c'est qu'au terme de la partie plateau de Cetra, donc une fois que vous avez fait cette partie wargame contre une maison adverse, vous débriefez via un interrogatoire parlementaire. C'est-à-dire que on vous explique que voilà, vous avez fait une action sur le jeu de plateau, vous avez exploré Keplerion, donc la planète que ces 4 maisons doivent explorer en quête d'Aleph Fer, et on va y revenir sur ce qu'elle allait faire après. Mais en gros, on va vous demander de débriefer. Et cette partie-là, elle se fait en jeu de rôle. Chacun joue le représentant de sa maison et débriefe et explique pourquoi il a fait des choix. Par exemple, pourquoi est-ce que vous avez détruit les harvesters de cette maison ? Parce qu'ils menaçaient les animaux de cette forêt auxquels je tiens, etc. Ah, très bien. Et vous, joueur machin, que pensez-vous du fait qu'il faille protéger les animaux ? Ah moi, j'en ai rien à foutre, hein, les animaux, ça se bouffe. Et donc, en fait, ça va créer, au cours de la noble chambre, des débats entre les maisons et sur les différentes manières de voir le monde. Et ces débats-là, ils vont être enregistrés. Et les joueurs qui ne jouent pas ce soir-là vont pouvoir les écouter pour se dire « Ah, c'est comme ça que pense telle ou telle maison, etc. » Et c'est comme ça qu'on enquête sur les autres maisons. Parce que comme chacun ne voit le monde qu'à travers le prisme du livre qu'il a reçu au départ, tout le monde est amené à essayer de découvrir le contenu des livres des autres en les écoutant parler, en écoutant la manière dont ils répondent aux questions des interrogateurs sur la noble chambre et compagnie et compagnie. Et tout ça dans un univers dans lequel, effectivement, les IA jouent un rôle majeur. En gros, on joue à un moment donné où les humains ont été détruits. On joue des créatures qui sont mi-humaines, mi-métalliennes. Enfin, mi-humaines, mi-métallites, en fait. Qui est un métal intelligent. Qui est une IA de la 3D. En gros, c'est tellement compliqué, Guillaume, là. En gros, on a les humains ont disparu et les métalliens ont conservé leur technologie grâce à l'Aleph Fer. L'Aleph Fer, c'est un produit qui, quand on le met sur un objet, prend la forme qu'il faut comme il faut. Par exemple, votre moteur de bagnole est cassé, mais vous n'y connaissez rien en mécanique. Hop, vous y mettez 2-3 gouttes d'Aleph Fer et l'Aleph Fer, qui est une cellule, va se développer, va mitoser pour prendre en fait la place des composants manquants. Il va analyser en fait votre moteur, il va se répandre sur le moteur et il va mitoser en fait pour prendre la place des éléments manquants dans votre moteur. Et ça, il le fait sur la base, exactement comme nos IA qui complètent des images trouées ou nos IA qui complètent sur la base de statistiques des textes troués. Il va le faire en fait sur la base d'un corpus en 3D qu'il a acquis d'une manière que je ne vais peut-être que je vous révélerai plus tard, mais voilà, il a un corpus en fait d'éléments en 3D et donc statistiquement il va compléter le moteur comme il faut. Et donc les métalliens utilisent l'Aleph Fer pour se servir des technologies humaines dont ils ne comprennent que quick, ou pas grand chose. Et donc du coup ils sont en quête d'Aleph Fer parce qu'ils n'en ont plus sur Mars. Donc, ils sont en mode prédation de l'Aleph Fer. Et donc, ils vont aller sur Keplerion pour récupérer de l'Aleph Fer. Donc, il y a une autre planète. Ils vont migrer vers une autre planète pour trouver de l'Aleph Fer afin de réparer les technologies humaines qui leur ont d'ailleurs servi à arriver sur cette planète. Donc, voilà. Donc, en gros, le jeu est illustré par des IA, des myriages. J'utilise des myriages pour illustrer le jeu. Et c'est ça, en fait, qui m'a inspiré ce concept d'univers, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial, en fait. En fait, l'idée d'inventer un objet en 3D, l'IA de l'impression 3D, si j'ose dire, j'ai trouvé que c'était un moteur d'histoire et de concept qui était ouf, quoi. Par exemple, tu vois, je te donne un autre exemple, mais t'as le cancer. T'as un cancer qui se développe sur ton pancréas. Tu vas dire, ok, Aleph Fer, quoi. Allons-y, mon petit gars, quoi. Je mets de l'Aleph Fer sur mon pancréas. L'Aleph Fer mitose, élimine les cellules cancéreuses et vous avez un pancréas. Et c'est d'ailleurs comme ça que les humains
d'humains qu'ils étaient sont devenus des métalliens. Ils ont progressivement, à force de soigner leur cancer, à force de soigner leurs malfonctions, leurs difformités, etc., eh bien, ils sont devenus mi-humains, mi-LFR. Et c'est pour ça qu'on les appelle des métalliens et puis des êtres humains. Et t'as toute une histoire qui se développe autour de ça, des gens qui cherchent à ressusciter des gens qui sont morts en utilisant la LFR. T'en as qui se servent de la LFR sur leurs yeux pour augmenter leur capacité visuelle. T'en as qui se servent de la LFR dans leur cerveau pour accéder à des connaissances qu'ils n'auraient jamais eues. Et du coup, ça crée un espèce d'univers un peu comme Dune, avec l'épice comme ça qui augmente les champs de conscience, etc., etc. Là, c'est pareil dans ces trains, sauf qu'on utilise la LFR, quoi. Et en fait, tout ça m'a inspiré. Au départ d'un petit jeu, c'est devenu un truc énorme grâce au Myriage, en fait, grâce aux IA, grâce aux révolutions sur les IA. On va redévelopper ça. J'ai 2 questions. Ouais, je suis désolé, j'ai été super bon. Ah non, c'est hyper. Moi, je trouve ça hyper clair, mais je vais affiner ma vision des choses parce que je me posais déjà une question et j'en profite que tu es face à moi pour te la poser. En tout cas, une réaction, je pense que à première vue, je sais pas ce que tu en penses, mais Cetra me semble peut-être ton jeu le plus ambitieux en cela qu'il porte des pratiques ludiques différentes à lui seul. Il y a un côté jeu de plateau, il y a un côté jeu de rôle, il y a un côté jeu d'enquête. Je sais pas si les autres jeux que tu as créés, c'est peut-être difficile de comparer avec un jeu de rôle tradi, mais c'est peut-être le jeu qui arrive à incarner le plus une originalité dans sa pratique ludique. Je dis des bêtises ou est-ce que c'est la réalité? Beaucoup de ce que je fais quand même, ce sont des choses hybrides, tu vois. Le Donjons et Dominos, c'est à la fois un jeu de rôle et un jeu de société. Ex Nihilo, c'est à la fois un jeu de rôle, un jeu de cartes. Oui, voilà. Exact. Le Val, il y a aussi une version narrative qui est quand même poussée. Vademecum, on utilise les échecs, mais bon, c'est vrai que c'est moins hybride, mais quand même. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup, ça. De toute façon, moi, je fais des trucs pour moi. Moi, j'aime tous ces médias-là et j'ai envie de les avoir tous dans le même jeu. Je comprends. Alors ça peut paraître brouillon, mais Cetra est quand même bien structuré. C'est-à-dire que tu as vraiment une partie plateau, une partie jeu de rôle, une partie livre dont vous êtes le héros. Et ces 3 étapes sont vraiment bien structurées. Et donc, on ne mélange pas vraiment, tu vois. C'est juste qu'il y a des étapes différentes dans le jeu. Ça, c'est un premier élément de réponse pour répondre un peu à tes interrogations et l'ambition. C'est pas si ambitieux que ça, en vrai. Cetra, en vrai, c'est un vrai jeu de rôle, tu vois. C'est un vrai jeu de rôle, et jeu de rôle que du jeu de rôle. Sauf qu'au lieu d'utiliser un système de résolution qui passe par des dés, tu passes par un système de résolution qui est un wargame. Ok. Mais en vrai, c'est vraiment un jeu de rôle. En fait, finalement, le bouquin que tu reçois avec ta maison, c'est ta feuille de perso et ton historique de perso, finalement. Oui, d'accord. Tu vois. Donc, après, du coup, quand on passe à l'action, donc l'instant, si tu veux, dans un jeu de rôle, en général, on choisit de faire des scènes. On dit, aujourd'hui, on va faire la scène à l'auberge. Puis ensuite, on fera la scène d'exploration du donjon. Là, dans Cetra, on fait toujours qu'un seul type de scène. C'est atterrissage sur la planète, construction de la colonie, puis ensuite confrontation entre les colonies. Donc en fait, on joue toujours un peu la même scène, sauf qu'en plus, les observateurs peuvent se balader, discuter entre eux, etc. Mais tu vois, il y a assez là. Là, il y a si tu veux, Cetra est toujours composé en description de ton objectif et de ta mission et de ton personnage et de l'histoire. Puis une partie de plateau qui va te permettre de résoudre ton objectif, de résoudre ton histoire, de te confronter aux autres, avec là un vrai côté confrontationnel. Et ensuite une 3e étape qui est débrief collective, où on va mettre les cartes sur table et dire « Mais pourquoi vous m'avez détruit ce bâtiment-là ? Pourquoi est-ce que vous m'avez empêché de faire ces études ? Ces études sont nécessaires à l'obtention d'Aleph-Fer. L'impératrice l'a demandé. Pourquoi est-ce que vous allez contre la volonté de l'impératrice ? Pas du tout, je ne vais pas contre la volonté de l'impératrice. D'ailleurs, les lois de la protection animale vous obligent à défendre ces animaux au lieu d'exploiter leur forêt bêtement. Et là, tu vois, il va y avoir des arguments. Et là, ça ressemble beaucoup à de la géopolitique. Tu te retrouves dans Cetra avec des discussions qui ressemblent énormément aux discussions actuelles entre les États-Unis et la Chine. Entre Vladimir Poutine en ce moment et Volodymyr Zelensky, tu te retrouves en fait avec des discussions qui sont vraiment hyper riches en termes. T'as de la diplomatie, t'as de la perversité aussi parce que tu sais très bien que tu fais le mal. Il y a des moments où tu sais que tu fais le mal, mais tu vas chercher à te justifier. Et il y a des moments où tu justifies des actions parce que tu sais que tu fais le bien, etc. Donc là, t'as vraiment une dimension partie argumentative, tu sais, un peu comme à l'école où on te dit vas-y, toi tu vas jouer les sans-culottes, toi tu vas jouer le clergé, toi tu vas jouer la noblesse, et c'est parti, on refait les états généraux, tu vois. Et là c'est un peu pareil avec Cetra, tu vois. Toi tu vas jouer l'écolo, toi tu vas jouer le scientifique, toi tu vas jouer celui qui croit en Dieu, le religieux, etc. Et tu vois, et en fait on va vous faire vous confronter en fait. On y va, allez.
Ah non, et pourtant c'est le même jeu de plateau, tu vois, c'est la même réalité, tout le monde a vu les pièces sur l'échiquier, tout le monde a vu la même réalité, mais chacun en a une interprétation différente. Donc, tu vois l'idée de Cetra, c'est pas... tout à fait. C'est pas si fifou que ça, en fait. Enfin, c'est pas non plus si... Je comprends. Et remis en perspective de ce que tu décris des autres jeux, je comprends ce que tu veux dire. Une question sur le lore, je me suis posé, j'en profite que j'étais derrière le micro. Je prends une carte mère, mettons au hasard, d'un Neo 10, tu vois, un ordinateur qui date un peu maintenant. Je prends la carte mère. Je perce, ou plutôt je donne des coups de marteau au niveau du processeur. Donc tu vois, il y avait un Intel Celeron à cet endroit-là, mais il n'y est plus, je l'ai défoncé. Je verse de la lèvre fer. Qu'est-ce qu'il va me faire? Forcément un Intel Celeron parce qu'il sait que la carte mère portait un Intel Celeron comme processeur, ou est-ce que peut-être il va mettre un Apple M2 Max parce qu'il donne le truc le plus mainstream du moment? Que fait la lèvre fer? Comment est-ce qu'elle interprète ce qu'elle doit faire? Alors, ça dépend évidemment des dommages reçus par ton appareil, mais je pense que vu les dommages reçus, par exemple, si tu donnes un coup de pointe, par exemple, les données seront suffisantes pour reconnaître la carte mère du Thomson Neo 10, clairement. Par contre, si tu détruis complètement la carte mère, il est possible que certains composants soient tellement détruits qu'ils ne puissent pas l'analyser. Alors, en fait, la question que tu me poses, c'est un peu la question du corpus, non? Oui, du complètement. Corpus de la lèvre fer. Exactement. Et bien alors là, c'est là, je m'en doutais que tu allais me poser cette question. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un petit détour par sens. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, Cetra, donc, c'est un jeu de société qui se déroule dans l'univers de Sens. Donc, je vous invite vraiment à aller voir La Guerre des Immortels si vous ne l'avez pas vu, parce que ça va vous expliquer. Ça dure pas très longtemps, les vidéos, si je dis pas de bêtises, non? Ça dure 20 minutes quand même, c'est 2 fois 10 minutes. Ça va. C'est quand même assez long pour un... Ouais, à l'heure où on absorbe des Netflix de plusieurs dizaines d'heures, ça va. Oui, après, c'est vrai que c'est des vidéos aussi qui sont narrées par Benoît Alman, qui est un très bon comédien, et donc du coup, ça aide aussi à rentrer, je pense, dans l'histoire. Ça aide à faire que le temps soit plus court. Donc, rapidement, donc, dans ce sens, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les humains découvrent ce qu'on appelle les runes de Dieu, qui sont des artefacts mystiques qui ont été créés par une civilisation de Sétentriens. Les Sétentriens disposaient de sens que nous n'avons pas, les humains. Ils avaient des sens supplémentaires qui leur ont permis en fait de comprendre l'essence fondamentale de l'univers que nous, en tant qu'humains, on appelle bêtement Dieu, en fait, tout simplement. Ou en tout cas de trouver les équations, on peut le dire comme ça aussi, les équations mathématiques qui donnent la génération de ce qu'on appelle le monde. Donc ils ont découvert en fait la manière de produire la totalité des faits. Et ils ont appelé ça, ils ont créé en fait 6 artefacts mystiques qui, de par leur communication, de par leur relation, en entrant en réseau, créent le monde. Et ils ont appelé ça les runes de Dieu. Il existe 6 runes de Dieu. Et les humains vont les découvrir, ces runes de Dieu. Assez rapidement, on comprend pas très très bien comment fonctionnent les runes de Dieu. Et il y a un moment donné, il y a 2 scientifiques géniaux qui arrivent, donc Solipsis et Quadria, qui sont 2 scientifiques de génie, qui vont réussir à décoder les runes de Dieu grâce au Tractatus de Wittgenstein, entre autres. Ils vont réussir à décoder en fait l'idéographie, un langage qui permette de traduire les runes de Dieu. Et Miphos Quadria, alors il va y avoir une opposition entre ces 2 personnages. Solipsis va dire non, il faut surtout pas décoder les runes. Les secrets de la création de l'univers doivent nous rester cachés. Parce que l'humain n'est pas prêt en fait à accueillir de telles révélations. On revendique l'indéterminisme quelque part. Voilà, quelque part. En tout cas, le fait de ne pas savoir, c'est pas pareil. Oui, voilà. Exact. Il pourrait dire on est déterminé. Il dit non, il vaut mieux pas savoir. Oui. Parce que si on découvre qu'on est déterminé, ça va être une catastrophe. Et de l'autre côté, donc Miphos Quadria, qui est le deuxième savant, qui lui dit non, il faut au contraire que les runes soient open source. Il faut qu'on décode les runes et qu'on les offre à l'humanité tout entière et que toute l'humanité puisse y avoir accès. Il y a quand même des parallèles là aussi à faire avec les IA génératives et les IA généralistes. Donc si demain, bon bref, excuse-moi, je veux pas t'emmener sur d'autres terrains. Non, mais bien sûr. Non mais de toute façon, Sens. Alors, je pense que Sens, c'est probablement le jeu qui plaira le plus aux auditeurs de Tech Café. Voilà, c'est le jeu pour la personne qui s'intéresse aux problématiques de la data, de l'informatique. Ça pose des questions philosophiques sur le sens de la technologie, etc. Donc je pense, et là, puis sur la façon aussi dont les propositions nous permettent d'accéder à la réalité et la façon dont, par la technologie, justement, les humains cherchent à tricher avec le réel, en s'octroyant des capacités qu'ils n'ont pas, enfin, qu'ils n'avaient pas nativement, on va dire, naturellement. Bref, je rentre pas dans les détails, mais disons que
Miphos, Quadria, va créer des ordinateurs sur Mars, des ordinateurs surpuissants qui vont quasiment occuper la totalité d'une cité de Mars, qui s'appelle Cosmo et Rebirth, et dont l'objectif est de décoder les runes de Dieu. Et il va découvrir que dans son ordinateur, il a accès à une simulation du réel, à la totalité des faits. Et cette simulation du réel, il l'appelle l'ombre-monde. L'ombre-monde contient tous les faits du monde, les faits passés jusqu'aux faits présents. Il n'a pas accès aux faits futurs. La simulation est bloquée à l'instant, au T0 de celui qui contemple cette simulation, pour faire simple. Donc si vous la regardez le 15 décembre 1996, vous êtes bloqué au 15 décembre 1996. Et si vous le regardez à 20h30, vous êtes bloqué à 20h30. Bon bref, vous m'avez compris. Donc en gros, Cosmo et Rebirth contiennent la totalité des faits. La totalité des faits du monde actuel. Et alors, évidemment, cette découverte, le fait d'avoir un ombre-monde que l'on peut contempler, dans lequel on peut se contempler soi-même, dans lequel on peut voir l'aube de l'humanité, la création des étoiles massives, en fait, l'aube de l'univers, etc., va avoir des conséquences et des répercussions énormes sur la vision que les humains ont d'eux-mêmes. Et, voilà, je vous invite à regarder la vidéo pour en savoir plus. Mais en tout cas, ce que je peux te dire maintenant, Guillaume, maintenant que je t'ai présenté ça, le corpus de l'Aleph Fer, c'est Cosmo et Rebirth. Et du coup, tu es avec moi ? Oui, toujours, bien sûr. Ouais. Du coup, vu que la totalité des faits a servi de corpus à l'Aleph Fer est très brillante en matière de... C'est pas tes petites statistiques à 2 balles pour savoir si après la maison, ce sera bleu ou vendu ou machin. C'est pas ça. On parle d'un corpus énorme. Le corpus, c'est... un corpus presque divin, en fait. Et d'ailleurs, ça va être une des questions que vont se poser les métalliens, c'est se dire, mais en fait, cette matière, est-ce que c'est pas Dieu, finalement ? J'adore. J'en profite aussi pour te reposer une question en t'écoutant parler de tout ça. Est-ce que ta démarche en tant quelque part philosophe du langage, créateur de jeux, a un quelconque lien avec la lutte contre les croyances, ou pas d'ailleurs tu sais que de manière générale, en plus d'être un passionné à mon niveau de tech, d'être un passionné de jeu aussi, il y a un truc qui me dicte un petit peu mon quotidien, c'est la lutte contre les croyances, toutes les croyances qui sont pas fondées sur un travail scientifique, etc. Et je peux pas m'empêcher de voir derrière ton travail, mais là je surinterprète peut-être trop avec mon propre vécu, mon propre regard, une forme de travail pour prendre du recul sur les croyances et arriver à mieux déterminer ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas de la réalité. Alors, je m'éloigne peut-être un petit peu de la tech, mais je me dis qu'il y a aussi des rapports à faire avec les miriages. Mais je ne sais pas s'il y a une partie de ton travail qui est guidée par ça. Alors, c'est un sujet que j'ai énormément étudié. Il faut savoir que moi, en fait, les croyances, mais j'ai pas du tout le même... Enfin, je pense qu'on n'aura pas le même point de vue. Parce que moi, par exemple, je suis pas en amitié vraiment avec la zététique. Ok. Donc, moi, je suis... En fait, si tu veux... Alors, si, en fait, faut pas dire ça. Là, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Tu pensais pas que je t'emmènerais sur des terrains comme celui-ci? Mais si. Tu sais que, en plus, je voulais t'en parler parce que au dernier... C'est pas dans le conducteur. Lors du dernier podcast que tu... Non, mais même en dehors des micros, tu vois. Ouais. Lors du dernier podcast, en fait, il y a un moment donné où tu as rejeté de façon tout à fait... comment dire violente, on va dire, la croyance en Dieu. À un moment donné, dans le dernier podcast que j'ai écouté, c'était le podcast du 13 juin, je crois, me semble-t-il. Je sais plus quel était le thème, le titre du... J'ai fait preuve de sarcasme et voilà. Bon, effectivement, j'ai laissé transpirer un petit peu des opinions personnelles qui n'avaient pas forcément de place dans... Bon, bah, mais bon. Donc sache déjà que devant toi, tu as un déiste. Ok. Donc déjà, moi, je crois en l'existence des dieux, ou d'un dieu, d'accord ? Donc déjà... voilà. En fait, il faut bien séparer 2 choses, à mon avis, Guillaume. Il faut séparer ce qui est de l'ordre de la croyance religieuse, donc qui est un type de croyance, en fait, de l'ordre de la foi, de l'ordre de l'esthétique aussi, mais j'y reviendrai avec toi après. Et d'autre part, ce qui est l'ordre de la croyance
au sens de cette croyance qui tend à être validée par les faits du monde et qui tend à devenir vraie. Le mot croyance, et ça c'est des gens comme Jeanne Favre-Sada par exemple qui a beaucoup travaillé sur ces notions, mais aussi des gens comme Pierre Lagrange par exemple, le mot croyance en fait est polysémique. Et le problème c'est qu'on a tendance, comme tout à l'heure la contrainte, à écraser le terme croyance sous des acceptions qui sont différentes. Mmh. Évidemment, je suis contre les gens qui prétendent détenir des vérités qui sont fausses. D'accord ? Par exemple, des gens qui vont te dire dans sa poêle sous la lune en te mettant du guronzan dans le cul avec des cornes de taureau que tu auras enterrées. Voilà. Les pauvres. Voilà, je pense que ces gens et qui te disent ça avec la volonté de décrire un fait dans le monde, ces gens-là sont dans le faux. C'est-à-dire leurs croyances sont fausses. C'est-à-dire, enfin, les propositions qu'ils formulent sont fausses. Et il faut se défier des gens qui pourraient croire qu'il s'agit là de la vérité. Tu vois, c'est ça. En fait, le vrai combat, il est là. Donc ça, ces croyances-là, ces croyances qui nous conduisent en fait à avoir des propositions, des croyances fausses et qui nous conduisent en fait à nous enfermer, à devenir sectaires, etc., etc. Évidemment, ces croyances-là, on doit les questionner, on doit les interroger. Mais je ne suis pas prêt pour autant à considérer ces gens comme des imbéciles, comme des idiots. S'ils ont ces croyances, c'est parce qu'ils en ont un besoin. C'est parce qu'ils sont issus d'une histoire ou d'une culture ou d'une société dans laquelle ces croyances se sont forgées. Et donc, il faut déconstruire aussi cette société et la génération de ces croyances pour comprendre leur mode de fonctionnement. Et ça, c'est l'anthropologie, en fait, qui peut nous aider à comprendre comment des gens en viennent à penser, à croire que la Terre est plate, par exemple. Alors que ça, c'est une croyance qui est fausse. On sait, il y a des faits dans le monde qui rendent faux cette croyance. Donc c'est sûr. Mais il faut quand même s'interroger sur pourquoi ils ont cette croyance-là. Comment est-ce que notre société contemporaine, avec d'un côté des sachants et de l'autre des gens délirants voilà, comment cette société a créé un grand clivage comme ça, qui fait que des gens pensent être dans le vrai en étant dans le faux. Mais tout ça, c'est l'anthropologie qui doit faire ce travail-là. Donc, mon objectif est de faire prendre aux gens du recul, y compris sur la notion de croyance, pour déconstruire cette notion et dire attention, toutes les croyances ne sont pas égales. Il y a des manières de croire qui ne conduisent pas à des... Moi, ce qui me dérange, si tu veux, c'est quand les croyances conduisent au malheur. Quand des gens sont malheureux parce qu'ils ont des croyances fausses qui les conduisent à commettre des erreurs et à emmener des gens dans des processus sectaires, enfermants et compagnie. Ça me rend profondément malheureux. Et ces croyances-là, oui, éventuellement, je pourrais les combattre si un ami disposait de ce type de croyances. D'ailleurs, ça m'est arrivé parfois de discuter avec des amis anarchistes qui étaient, par exemple, proches des théories Steiner, Waldorf et compagnie, et d'en discuter profondément avec eux pour tenter, en fait, de comprendre comment ils en étaient venus à croire à ces foutaises et à essayer justement de déconstruire, etc. Mais leur discours est très cohérent. C'est pas des fous. Ils sont très intéressants. Ils ont aussi un discours critique sur le monde. Et c'est pour ça qu'ils ont adhéré à ces croyances-là. Donc il faut déconstruire tout ça. Tout ça est très compliqué. Alors maintenant, donc, je reviens sur une distinction fondamentale. Il faut distinguer de deux choses. Les propositions qui visent à décrire la réalité, qui sont donc des propositions qui visent à produire des modèles pour décrire la réalité, ce qu'on appelle les propositions scientifiques, d'une façon générale, c'est-à-dire des propositions qui sont des œuvres d'universitaires avec pour objet de décrire le réel, pour dénoncer des propositions qui soient soit non invalidées, comme le pensait Karl Popper, ou alors au contraire des propositions qui soient massivement validées et corroborées par les faits ou par des expériences empiriques, façon de la biologie expérimentale. J'ai oublié le nom du théoricien de la biologie expérimentale qui documente tout ça, mais voilà. Il y a plein de manières en fait de faire de la science et donc d'obtenir des croyances avec dans l'objectif de les rendre d'atteindre leur réel et donc d'obtenir un jour des croyances vraies, on va dire, pour faire très simple, donc décrire le monde, et d'autres types de croyances qui sont de l'ordre de la foi, du religieux, de la poésie, de l'esthétique. Quand bien même une science aurait décrit l'intégralité des modes opératoires de génération du monde,
quand bien même une science aurait décrit l'intégralité des propositions qui sont vraies, Cosmo et Rebirth par exemple, eh bien quand bien même tout cela serait atteint, les problématiques existentielles de l'être humain ne seraient pas abordées, elles ne seraient pas résolues. C'est pas parce que je sais tout que je sais pourquoi je dois mourir. Ce n'est pas parce que je décris Guillaume Vendée avec toutes ces molécules, toutes ces particules, le moindre atome de son être, que je décris toutes les propositions vraies qui concernent Guillaume Vendée. Ce n'est pas parce que je le décris de façon exhaustive que je sais qui il aime, comment il aime, pourquoi il aime ce poème-là et pas celui-ci, pourquoi il est sensible à cette œuvre-là et pas cette autre, etc., etc. Il y a plein de choses qui échappent au langage et aux propositions vraies, et au langage, et à la capacité même de faire des propositions. Tu vois, je ne saurais décrire avec des propositions l'amitié que j'ai pour mon épouse ou pour mon meilleur ami, etc. C'est impossible, ça. Donc, il y a des choses qui échappent aux croyances. Il y a des choses qui échappent aux propositions, qui échappent même au langage. Et c'est là-dessus que porte la foi. C'est pour ça qu'un scientifique comme Einstein, par exemple, qui pourtant vise à décrire le réel, pour autant est quelqu'un de profondément religieux et profondément croyant. C'est pour ça que moi, par exemple, en tant que philosophe, qui pourtant, effectivement, peut avoir des points de vue très critiques sur des pseudosciences, des gens qui se prétendent comme dire le vrai, alors qu'en fait, ils ne font que brasser des croyances fausses, eh bien, c'est pour ça que moi-même, je suis profondément déiste. Parce que moi-même, j'ai envie que mon existence ait un sens, tu vois. Et c'est pas la science qui va donner du sens à mon existence. C'est pas la science. Je n'attends pas en fait de langage et des propositions vraies qu'elles donnent un sens à mon existence. C'est pas possible. C'est à moi-même de créer le sens de mon existence à travers la poésie, à travers les œuvres que j'aime, à travers les gens que je vais aimer, à travers les œuvres que je vais produire, etc., etc., etc. Est-ce que j'ai été clair T'as été parfaitement clair. Ça va être hyper difficile de continuer à interagir l'un l'autre. Mais alors, petite parenthèse pour dire que c'est intéressant parce qu'on a, toi et moi, là, maintenant, une discussion portée par nos activités podcastiques et on va dire professionnelles respectives. Et pour autant, c'est un sujet très, très tech là, qui nous anime dans notre discussion. Et il faut savoir qu'une des personnes, je vous laisserai faire votre documentation, avec qui j'ai créé l'origine de Tech Café. J'ai eu beaucoup de discussions avec lui et on avait déjà, non pas des désaccords, mais des confrontations de points de vue qui sont très très analogues à ceux qu'on est en train d'aborder, Romaric. Donc moi je trouve ça hyper intéressant de toute façon. Je peux pas m'empêcher de te relancer pour la beauté du dialogue sur le fait que malheureusement c'est pas parce que, à mes yeux, tu as envie de quelque chose que ça le rend vrai. Autant ça peut être très juste d'avoir cette affirmation-là dans le cadre d'un maelstrom et d'un contenu fictionnel malléable qu'on va avoir dans une activité, par exemple, de jeu de rôle. Autant ça me paraît plus compliqué de l'avoir dans la réalité, quoi, dans notre vie au quotidien. Mais évidemment, j'ai très très peur qu'en te relançant, on reparte dans beaucoup d'échanges. Alors, je voudrais juste te dire quelque chose, c'est que la vérité ne peut pas tout. Ouais. La vérité ne peut pas tout. En fait, dans le monde, je pense qu'il existe des choses qui ne sont ni vraies ni fausses. Je pense qu'il existe des choses qui sont... Par exemple, qu'est-ce que tu fais d'un poème, par exemple ? C'est quoi le critère de... C'est quoi ou même une question ? Qu'est-ce que tu fais d'une question ? Est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce qu'elle est fausse ? Quelle est la valeur de vérité d'une question ? C'est une excellente question. En fait, le fait est que dans le truc, c'est que tout d'abord, tu penses que je crois en Dieu pour la vérité, mais pas du tout. Ma croyance en Dieu, elle ne vise pas. Je crois pas que Dieu. Enfin, je crois pas que ma croyance en Dieu soit vraie, à vrai dire. En fait, si tu veux, je crois que d'abord, ce sont des choses qui se sont imposées à moi. Je n'ai pas choisi d'être déiste. Je le suis de fait. Ce ne sont pas j'ai pas d'arguments. Enfin, j'ai pas d'arguments. Je n'ai pas d'argumuments. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque fois que je vois quelque chose dans le monde, une fleur, un fait, enfin, chaque fois que j'observe un fait, ce fait est accompagné d'une étrange sensation.
cette étrange sensation, c'est le fait que j'ai l'impression que, à ce moment-là, à cet instant où je regarde cette fleur pousser dans mon jardin, je suis en train de contempler quelque chose de profond, de sacré, etc., etc. Et ça, je veux dire, c'est pas une vérité. Je suis pas en train de te dire que c'est vrai. Je suis en train de te dire que c'est une pensée qui accompagne systématiquement tous les faits du monde que j'observe. Chaque fois que j'observe un fait dans le monde, je n'arrive pas à ne pas y voir des dieux. Tu vois, il y a des dieux dans les chiottes, comme disait Héraclite. Il y a des dieux partout, quoi. Je vois des dieux. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je fais mon mea culpa, hein. Si jamais j'ai eu ces propositions sarcastiques, je me suis, d'ailleurs tu l'as entendu, repris juste derrière, parce que mon propos n'est certainement pas de porter des jugements là-dessus. Je pense que tu as très bien établi les choses sur lesquelles moi je peux établir des jugements. Je pense qu'il y a des procédés qui se présentent comme étant des solutions à des maladies qui me semblent non seulement fausses, mais en plus très dangereuses, parce qu'à partir du moment où on laisse entreapercevoir le fait qu'elles puissent être vraies, ça met beaucoup de défiance dans des solutions qui ont fait leur preuve aujourd'hui pour soigner les gens, etc. Donc c'est là-dessus que je peux mettre en place des défiances, et même là-dessus, je vais te dire, j'ai mis de l'eau dans mon vin, parce que autant je pouvais mettre l'homéopathie par exemple dans une case vraiment pour moi nocive pour la société, j'ai commencé à entreapercevoir, oui, même moi Guillaume, des formes d'éléments positifs dans les approches homéopathiques. Alors rassurez-vous, hein, je prends pas des granules, j'ai pas changé à ce point-là, mais malgré tout je peux mettre de l'eau dans mon vin et continuer à nourrir ma réflexion. Donc tu vois, je suis pas fermé. Guillaume, vraiment, ces questions sont toutes ces questions au sujet de l'homéopathie et tout ça sont très très mal posées en réalité. L'homéopathie, évidemment que c'est du bullshit. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où les homéopathes prétendaient, c'est-à-dire que l'homéopathe qui prétend empêcher, vacciner quelqu'un ou guérir une maladie grâce à l'homéopathie, celui-ci est contredit par les faits. Donc, celui qui prétend faire de l'homéopathie une science est contredit par les faits, et donc ça ne peut pas être une science. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est que des gens veuillent porter, en fait, c'est ça qu'on appelle une pseudoscience. Ce sont non pas des discours, mais ce sont des jugements au sujet des discours. Une pseudoscience, c'est quelqu'un qui érige en science quelque chose qui n'est qu'un discours sur le monde. Tu vois, c'est ça en fait, et c'est ça le danger. Le danger, c'est ça, c'est qu'on prenne pour quelque chose de scientifique, c'est-à-dire quelque chose d'avéré, quelque chose qui correspond aux faits, quelque chose qui ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout peut être avéré. Ça ne veut pas dire que tout peut faire l'objet d'un discours scientifique. Il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de la science. La science ne peut pas dire de tout sur tout. Elle a ses limites, elle aussi. On touche justement à des points de vue sur lesquels on peut avoir des vrais désaccords, tu vois, Robert. Mais c'est trop cool. Mais c'est trop cool, effectivement, moi j'adore. Mais j'en sais pas si ce sera dans cet épisode parce qu'on a encore des éléments de conducteur à aborder, mais c'est bien, ça nous laisse l'opportunité d'avoir d'autres rendez-vous pour aborder tout ça. Mais non, mais puis en plus, attends, parce que là j'ai rien préparé. Mais alors moi je peux me préparer parce que là je te jure, on peut se préparer à une super émission. Je sais pas si j'en ai le courage, mais bah écoute. Ok, parce que vraiment, en plus vraiment c'est pas un domaine d'expertise, mais c'est vraiment. Enfin, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur l'anthropologie des croyances. Je suis je pense être un expert de Pierre Lagrange, qui est donc je pense pouvoir parler quasiment. Enfin voilà, si j'étudie bien, après il sera jamais content parce que Pierre n'est jamais content quand on parle de ses livres. Il trouve toujours qu'on est imprécis. C'est normal, c'est ses livres, donc voilà. Mais je peux vraiment. Enfin. Je te jure, il y a plein de choses à dire. C'est super intéressant. Moi, ça me passionne. Enfin, voilà, quoi. C'est trop bien, quoi. Écoute, on se refera un échange. On se refera un échange avec grand plaisir, et moi-même, je verrai si je peux trouver le courage de me préparer. Je crains de ne pas avoir autant de ressources que toi sur l'argumentation de ces éléments-là. Bah écoute, je te prépare, moi, de mes feelings. C'est peut-être ça aussi, il faudra les prendre aussi comme des feelings. Écoute, je te propose qu'on revienne, parce qu'on a encore des choses à se dire sur nos sujets de départ. Tu nous as listé les jeux que tu as développés. Je voudrais que tu as créés et que tu proposes encore aujourd'hui, qui sont tous dispo. Hein. Au passage, Cetra est dispo simplement en te soutenant sur Patreon. Alors ça, j'en profite
vite parce qu'il y a peut-être une partie des auditeurs qui écoutent Tech Café, qui sont sur Patreon, qui ont déjà créé leur compte, qui ont fait l'énorme travail de consacrer 1 minute 30 à la création de leur compte sur Patreon. Alors, ils peuvent encore plus facilement aller sur ton Patreon, Romaric Briand, et accéder à Cetra, entre autres. Mais voilà, c'est une invitation que je fais. Ouais, après, je veux la promesse qu'il ne dépossède pas Tech Café pour aller s'inscrire sur le Patreon de Romaric Écoute, Briand. c'est cautionné au moins pour la période d'essai de 1 mois pour aller découvrir Cetra. Si vous en avez envie, je vous autorise même pendant 1 mois à libérer votre soutien Patreon à Tech Café. Et si jamais vous êtes convaincu, vous gardez les deux. Et voilà ce qui clôt le second volet de notre entretien, un entretien fleuve qu'on a eu, un entretien passionnant que j'ai donc découpé en 3 parties. Je vous invite bien évidemment à écouter la 3e et dernière partie de cet entretien que vous aurez dans quelques jours dans le flux du podcast, ou qui est peut-être déjà dispo si vous écoutez cet épisode longtemps après sa diffusion. De manière générale, vous pouvez écouter ou réécouter tous les épisodes en vous abonnant à Tech Café sur votre app de podcast favorite. Vous cherchez Tech Café, TECHCAFE, ou vous allez même sur techcafé.fr. Vous avez tous les liens et même tous les épisodes qui peuvent être écoutés en ligne. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous sur romaricbriand.fr pour découvrir tous les jeux que Romaric a pu créer. Et puis rendez-vous également, comme on le disait en cette fin d'entretien, sur patreon.com/romaricbriand pour le soutenir, au moins pour un moment, hein, et puis essayer de voir si jamais ces propositions créatives et ludiques pourraient éventuellement retenir votre attention. Il se pourrait que ça vous amène à voir votre quotidien et votre rapport au jeu de manière subtilement différente. Et puis merci beaucoup pour votre fidélité, et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.